Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 8 décembre 2021. Au sommaire, enlèvement. Le président de la Northwest House of Chiefs entre les mains de personnes inconnues. Le roi des Bambalan dans le département du Ngok-Etunja est kidnappé à son palais par des individus armés pour une destination encore méconnue. Une rançon est demandée par les ravisseurs pour la libération de l'autorité traditionnelle qui est retournée il y a peu dans son palais. Les détails dans la suite de ce journal. 37e édition, 37e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC. L'examen du projet de budget en cours. Réunis en visioconférence, les ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale étudient le projet de budget de l'exercice prochain qui s'élève à près de 94 milliards de francs CFA. La suite des échanges dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. Bonsoir. Good evening, Ines, and good evening to you. Thanks for watching the 8 p.m. bilingual newscast. As announced on the headlines, Fon Shumitang Kelvin II, King of Bambalang, has been kidnapped by 40 armed men in his palace on Tuesday, December 7th. The incident has raised eyebrows on the recent reconstruction plans and security concerns in the country's northwest and southwest regions. Oni Ladonet completes that story. Fon Kelvin Shumitang II, King of Babalang in the Ngok-Etunja Division, northwest region of Cameroon, has been abducted by unidentified gunmen on Tuesday, December 7, 2021. Close sources reveal the Fon will return to his people weeks ago in preparation of the cultural festival of the Mbo Yakum people, was kidnapped in his palace by 40 armed men to an unknown destination. Report has it, millions of francs CFA are being demanded as ransom. Saturday, December 4, is the last time the people of Babalang had the glimpse of their ruler as he launched the activities to commemorate the 84th edition of the Shatang Festival. Like many celebrations, this has not been organized since the start of the crisis in 2016. The ceremony planned to commence on Thursday, December 9, 2021, with a procession to the sacred forest of the Fondom, initiated as a peace and reunification move. It is worthy of note that Fon Shumitang, who also doubles as the president of the Northwest House of Chiefs, had paid a visit to his people here in the economic capital Douala to preach the same peace message. En bref, parlons du rapport du groupe de travail sur les droits humains de Stand Up for Cameroun, coordonné par l'ONG Un Monde à Venir. Le rapport indique qu'en novembre 2021, le Cameroun a continué d'être le théâtre des affrontements violents entre les forces de défense et de sécurité et les membres de Boko Haram d'une part et les séparatistes d'autre part. Le groupe de travail note cependant une diminution des cas par rapport au mois d'octobre 2021. Je vous propose de prendre des détails dans cet extrait. Pour ce mois de novembre, nous dénombrons 53 personnes qui ont perdu la vie dans ces différents affrontements entre l'armée régulière et les séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, et l'armée régulière et les éléments de Boko Haram, contrairement au mois d'octobre où on avait un peu plus de 80 personnes qui étaient décédées dans ces affrontements. Pareil que pour les cas d'enlèvement, le mois dernier, on avait identifié un peu plus de 50 personnes qui avaient été enlevées avec demande de rançon et autres. Mais pour le mois de novembre, nous avons identifié, du moins documenté, 29 personnes qui ont été enlevées, dont pour plusieurs d'entre elles, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune information de là où elles sont. On sait que la plupart ont été enlevées par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, d'autres par les éléments de Boko Haram, avec demande de rançon à leur famille. Donc, à côté de ces situations, il n'en demeure moins que nous avons identifié les cas de violation des libertés publiques. Et d'ailleurs, c'est le créneau, c'est l'essentiel, parce que, voyez-vous,
si les libertés publiques ne se portent pas bien dans un pays, la démocratie prend un coup. Et le Cameroun ne peut pas se dire pays démocratique et on continue encore de violer les libertés publiques. D'ailleurs, dans quelques jours, d'ici 2 jours, nous allons célébrer la journée internationale de la démocratie. Ce sera encore l'occasion de mettre ces différents cas de violation des libertés publiques en avant, où on a identifié, on a documenté et collecté plusieurs cas de violation des libertés publiques des personnes dont on n'a pas, on leur a pas donné la possibilité, sinon j'allais dire on a violé leur droit d'expression, ils ont été interdites de manifester, d'autres ont été arrêtés et détenus illégalement, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou encore dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc voilà la situation de manière chiffrée qu'on a documentée encore pour le mois de novembre, mais ce qui est intéressant, c'est que on remarque quand même une diminution des cas par rapport au mois d'octobre passé. Et jusqu'à présent, depuis janvier à nos jours, on a déjà atteint le cap de plus de 800 personnes qui ont été tuées dans ces différents affrontements. Disons que ça, c'est pour les cas que nous avons documentés, parce que nous avons notre méthode de documentation, que tant que nous n'avons pas la source fiable des données, on ne peut pas communiquer là-dessus jusqu'à ce qu'on ait des sources fiables. Donc, tout ce que nous avançons comme chiffre fait partie des éléments que nous avons documentés avec source à l'appui. Les ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale sont réunis depuis ce matin en visioconférence. C'est dans le cadre de la 37e session ordinaire de ce Conseil. Principal point à l'ordre des travaux, l'examen du projet de budget de l'exercice prochain qui s'élève à près de 94 milliards de francs CFA. Olivier Bouzique. La confection du budget 2022 de l'Union économique de l'Afrique centrale intervient dans un contexte marqué une fois de plus par des inquiétudes sur le front sanitaire suite à l'apparition de nouveaux variants du Covid-19. Ce contexte particulier se conjugue avec des défis sécuritaires majeurs ayant des incidences sur l'économie dans la sous-région. Malgré ces challenges, le Conseil des ministres de l'Union prévoit une relance drastique de la croissance durant le prochain exercice de 1,6% en 2021 à 3,3% en 2022. C'est du moins l'une des principales informations à retenir du projet de budget soumis à l'examen des membres de l'Union au cours de cette 37e session ordinaire. Le projet de budget a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 94 208 670 477 francs CFA qui connaît une légère augmentation de 5,59% par rapport au budget de 2021. Selon le président de la commission de la CEMAC, cette variation se justifie par la prise en compte des indemnités de fin de mandat et à l'apurement de certaines dettes envers les partenaires de rang tels que l'Union européenne. Daniel Ona-Andor en profite pour exhorter les États membres à plus de volontarisme, à se désendetter progressivement envers la communauté et à reverser intégralement la taxe communautaire d'intégration dont le taux de réalisation à ce jour est de 33,32% seulement. En dépit des difficultés liées au reversement de la TCI, les ministres du Conseil de l'Union économique d'Afrique centrale présidé par le ministre Alamine Ousmane Mey saluent les performances du CEMAC sur la mise en œuvre des projets intégrateurs et les mesures de redressement prises par les chefs d'État au cours de leur sommet du 18 août 2021. Il faut noter que cette 37e session ordinaire de l'UEAC était également consacrée à d'autres sujets majeurs de la communauté, notamment l'évaluation de la gestion du Fonds de développement FODEC. La réponse du secteur bancaire au défi de développement du Cameroun. C'est l'objectif visé par le Salon de la Banque ouvert ce 8 décembre 2021, ici même à Douala. Pendant 2 jours, ces acteurs financiers entendent présenter des propositions pour la réalisation des grands projets de développement au Cameroun. Première édition de la Semaine de la Banque, celle-ci se veut la plateforme de réflexion et d'échange dans le but d'apporter des réponses adaptées aux besoins des acteurs majeurs du développement. À l'aune de l'adoption par le gouvernement d'un document de stratégie de développement SND30 qui marque la seconde phase de la vision d'émergence à l'horizon 2035,
le secteur financier et bancaire est attendu dans le financement de sa mise en œuvre. Les grands enjeux du Salon de la Banque, qui s'étendra sur 2 jours, reposent sur les réponses du secteur bancaire aux défis de notre développement économique. Du 8 au 9 décembre prochain, les institutions bancaires et financières sont en exposition ici à Douala et vont débattre de plusieurs thématiques parmi lesquelles la banque, poumon du financement de l'économie, ou encore banque et protection de l'épargne du public. La semaine de la banque, organisée par l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, est placée sous le thème « La banque face aux enjeux de développement du Cameroun ». La recherche de la politique du gain ne doit pas être en déphasage avec l'éthique. Telle est la problématique autour d'une conférence organisée ce jour à l'Université Saint-Jérôme, Université catholique à Douala. Compte rendu dans cet élément que signalait la reine Gonzeux. Donner à l'éthique une place de choix dans les projets de développement au Cameroun, c'est l'essence même de la conférence à laquelle ont assisté ce 8 décembre les étudiants de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Futurs entrepreneurs, ils ont été édifiés sur la nécessité de maintenir un équilibre parfait entre la recherche du gain dans la gestion entrepreneuriale et l'éthique. On partageait avec les étudiants de Saint-Jérôme certaines valeurs qui doivent organiser, les aider dans leur vie entrepreneuriale de demain. Et nous avons beaucoup insisté sur la place de la dignité de la personne humaine. Nous avons aussi parlé de la bonne gestion du bien commun dans notre pays et dans les futures entreprises qu'ils auront à mettre en marche demain. Au cours de la dite conférence, 6 valeurs ont été particulièrement mises en relief, entre autres la dignité de la personne humaine, le bien commun, le principe de solidarité et l'option préférentielle pour les pauvres. Des valeurs sacrées qui doivent toujours être tenues à l'esprit, tout comme celle du travail bien fait. Et nous devons nous battre pour que les éléments qui détruisent la société, notamment la corruption, notamment le mauvais réseautage fait de favoritisme, le tribalisme ou le régionalisme, voire la malgouvernance, ces éléments devraient être endigués pour que nous puissions contribuer à l'épanouissement intégral de l'homme, mais de tout l'homme. Pour les étudiants de cette université, futurs employeurs et employés, la conférence qui arrive à point nommé se présente surtout comme un rappel. Au thème de cette conférence, je peux dire que nous avons beaucoup appris, mais également que nous avons été déjà dans notre institution qui se veut une institution catholique baignée dans les notions d'éthique. Donc pour nous, ce n'est que la continuité de ce qu'on apprend à chaque fois, c'est-à-dire faire preuve d'éthique, faire preuve de morale, faire preuve de bon sens, faire preuve de respect du prochain. Notons tout de même que la dite conférence s'est tenue en l'absence du président de la CONAC, le révérend Dieudonné Massingams, annoncé par les organisateurs, mais finalement empêché. Lutte contre le coronavirus, où en est-on avec l'initiative Saving Life and Livelihood? On se rappelle que l'initiative est lancée en juin dernier par l'UNICEF et ses partenaires. Ce jour, une équipe de Spectrum Television a fait une descente dans le site de vaccination à Yaoundé. Constat, le vaccin Johnson & Johnson au centre de ce programme est déjà administré aux différents usagers. Olivier Bouzique. Au centre de vaccination international de Yaoundé, chaque patient doit braver quelques étapes incontournables pour se faire vacciner. Après s'être soumis aux mesures barrières, il se présente au bureau d'accueil et de renseignement où il a toutes les informations sur la disponibilité des vaccins. Une fois les informations recensées, il se rend à la salle dédiée à la vaccination où il va recevoir soit à l'épaule gauche ou alors à l'épaule droite sa dose de vaccin. Une fois ce processus achevé, les recommandations voudraient bien qu'il se repose 5 à 10 minutes. Après ce processus, l'usager peut repartir ayant reçu son passe sanitaire. Parmi les vaccins administrés, l'on compte le vaccin Johnson & Johnson ici mis en exergue. Le Cameroun a réceptionné au mois de novembre dernier plus de 604 000 doses de ce vaccin. Les voici. C'est le fruit d'une action tripartite entre l'Union africaine à travers son organisation technique Africa CDC, l'UNICEF et la Mastercard Foundation
dans le cadre de l'initiative Saving Lives and Livelihoods lancée en juin 2021. Ce projet vise à vacciner sur le continent africain environ 450 millions de personnes d'ici septembre 2022, grâce notamment à l'African Vaccine Acquisition Trust, une entité ad hoc créée par les États membres de l'Union africaine qui a mis sur pied un mécanisme stratégique pour permettre aux pays africains de regrouper leurs ressources afin de pouvoir passer des commandes groupées et d'obtenir ainsi des prix réduits. Pour sa part, la Mastercard Foundation, qui financera l'achat de 57 millions de vaccins Johnson & Johnson, cherche également à acquérir environ 17 millions de vaccins Moderna. L'UNICEF est le partenaire qui dirigera le déploiement de la campagne de vaccination dans le cadre de cette initiative Saving Lives and Livelihoods, dont le Cameroun est l'un des nombreux bénéficiaires. It is Christmas season and toys of different shapes, sizes are flooding the markets and supermarkets of the economic capital. Catherine Coney went out to the market to find out the choices of parents and her report. Christmas is a time of giving, and kids are already excited to receive their gifts. During this period, some parents prefer toy gifts for their kids as they educate and entertain them. What choice of gift do you intend to give your child? My daughter likes plating, so I am trying to train her on that so she can be occupied during holidays. Reasons why I prefer the doll. If I have to buy a toy gift for my child, it should be an educative one. Toy guns is a no because children nowadays are unpredictable. With regard to toys for kids, I would prefer to buy an educative toy for my child. That is what is interesting to me. An educative toy like computer. For my daughter, I will buy her a doll because she is still young. So I'm buying her a toy with respect to her age. The Christmas season is a period of high demand of various children toys. These items, which constitute a major source of entertainment for children during this festive season. The toys are designed to depict some fashionable items ranging from electronic musical instruments, automobiles, amongst others. On to this brief and sad page, Friday 17th December, Beverly Lydia Bird Muna, wife of Barrister Akere Muna, will be laid to rest. She died after battling with a brief illness and she is survived by her husband, Barrister Akere Muna, her daughters Lydia and Candy, and her grandchild. May the Muna and Bird families be comforted during this trying season. Now page, 2 computer scientists at the University of Maryland in the United States have developed a new artificial intelligence system that evolves to detect and evade internet censorship in repressive countries. Details with the VOA. Repressive governments around the world monitor and control internet traffic being sent and received by their citizens. Attempts to evade such censorship is a slow and cumbersome process. Often, researchers must manually search for ways to circumvent it. Now we understand that these different countries will use a heterogeneous mix of different devices. But computer scientists at the University of Maryland have developed artificial intelligence software called Geneva that learns how censoring technology is being used and adjusts in real time to circumvent it. I think Geneva changes this cat and mouse game because it finally allows the evaders to react very, very quickly to changes in censorship. Information on the internet is broken into data packets by the sender's computer and reassembled by the receiving computer. Repressive regimes monitor the data packets and block requests that either contain flagged words or prohibited domain names. Geneva automatically evolves to circumvent this type of censorship in a couple of ways. One way, it might make the censor think, oh, this isn't something that needs to be censored, this is fine, I'll let it happen. Or it tricks the censor into thinking that it did tear down the connection, that it stopped the communication, when in fact it didn't really. For example,
About a year ago, China deployed a totally new censorship system to try and interrupt specific types of secure communications. It took our software only about an hour to come up with ways to defeat it. What's more, users don't have to install Geneva. It can run on the background of a web browser. This was very important to us because it means that people can evade censorship without having to take on any danger of installing anti-censorship software in the first place. Julie Tabo, VOA News, College Park, Maryland. And it is on that note that we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night to you. Good night to Inès. Bonsoir Joséphine Benzier, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres.